Révélation sur le début de la guerre, sur le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine. 2 enquêtes donnent un éclairage nouveau, ou en tout cas des informations nouvelles. Ça concerne la façon dont Vladimir Poutine a pris la décision. Visiblement, cette décision, il l'avait prise bien avant, mais il a dû reporter le déclenchement de cette guerre. Et puis ça concerne le rythme que les troupes russes devaient avoir. Et on comprend, encore une fois, que la prise de Kiev n'était qu'une formalité qui devait durer bien moins qu'une journée. On devait s'enfoncer comme dans du beurre. Mais c'est assez stupéfiant, 10 mois après, de réaliser quelles étaient les conditions du déclenchement de cette guerre le 24 février. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelles sont ces révélations? Commençons d'abord par ce qui concerne le report, Vladimir Poutine qui aurait reporté sa décision. Effectivement, cette première information, elle est donnée par Vadim Skibitsky. Le voici, c'est le chef adjoint des renseignements militaires ukrainiens. Il la révèle au journal Bild allemand, le journal allemand. Regardez, l'offensive en Ukraine a été reportée pour la 3e fois à la mi-février, soit une semaine avant l'invasion, le 24 février. Alors pourquoi? Est-ce parce que les troupes de Vladimir Poutine n'étaient pas prêtes? Est-ce parce qu'il ne voulait pas commencer cette guerre en plein Jeux Olympiques d'hiver? Souvenez-vous, en Chine, chez son allié Xi Jinping. Vadim Skibitsky ne précise pas les raisons, mais cela montre d'abord que la décision d'envahir l'Ukraine a été prise bien en amont et qu'au moment de prendre la décision, ces hésitations sonnent comme une forme d'impréparation de la part du Kremlin. Voilà, bien en amont, mais on l'a dit, et c'est la vérité, la plupart des cadres de l'armée russe ne connaissaient pas cette décision. Encore une fois, rappelons que ces troupes russes étaient en manœuvre en Biélorussie et que rien n'était annoncé sur une possible invasion, que quelques jours avant encore, Vladimir Poutine niait qu'un projet d'invasion était dans les cartons. Et au même moment, donc, le New York Times, lui, révèle les plans et les objectifs de ce plan d'attaque pour conquérir Kiev. Oui, et ce que dévoile cette grande enquête du quotidien américain cette semaine, c'est que Vladimir Poutine souhaitait prendre la capitale ukrainienne en moins de 24 heures. Les journalistes américains ont interviewé plusieurs soldats russes qui ont fait partie de la première ligne à envahir l'Ukraine. Ils ont déserté les rangs de l'armée russe depuis. Et voici ce qu'explique l'un d'eux. Un soldat russe stationné en Biélorussie a déclaré avoir découvert qu'il partait en guerre 1 heure seulement avant que son unité ne commence à marcher. L'ordre était à la fois simple et follement optimiste. Suivez le véhicule devant vous et rejoignez Kiev en 18 heures. Un autre document publié par le journal montre que le plan d'attaque était encore plus rapide pour d'autres unités. Regardez ce document. Cette feuille, elle a été récupérée par les services de renseignement ukrainiens quelques jours après le 24 février. C'est le programme qui précise les temps de passage d'unités de troupes russes du point de départ de Biélorussie jusqu'au point d'arrivée Kiev. Les premières unités russes devaient partir à 1h33 du matin pour arriver dans la capitale ukrainienne, regardez, à 14h55, soit 13 heures pour rejoindre Kiev. La suite, on la connaît. Non seulement l'armée russe a mis plus d'une journée pour franchir la frontière ukraino-biélorusse, mais surtout, souvenez-vous de cette colonne de chars bloquée et ces centaines de chars, l'armée russe n'a jamais réussi à entrer à Kiev. Alors pourquoi une aussi grande confiance de la part de Vladimir Poutine? Parce qu'en fait, il a été induit en erreur par le FSB. Selon Vadim Skibitsky, ce sont les services de renseignement russes qui auraient poussé le président russe à déclencher la guerre. Regardez ce qu'il exprime. Les officiers du FSB étaient sûrs d'être suffisamment préparés pour l'invasion. Merci Quentin. On dira un mot sur le FSB tout à l'heure. Mais d'abord, c'est stupéfiant de réaliser à quel point Vladimir Poutine imaginait, et le sommet de l'armée russe imaginait que ce serait un voyage d'agrément. Parce que 13 heures pour rejoindre Kiev, c'est quasiment le temps qu'il faut en train pour aller de Minsk à Kiev. Une pure formalité, 13 heures seulement pour rejoindre Kiev. Oui, François. Tout ceci est parfait. S'agissant du rythme des opérations, tout ceci est parfaitement exact. Et le plus extraordinaire, et on a tendance à l'oublier, c'est que ça a failli se passer ainsi. C'est-à-dire les forces spéciales russes
arrive à l'aéroport Antonov à Hostomel, à 23 km de Kiev, dans la matinée du premier jour, du 24. Vous avez vu les images à la télévision à l'époque des hélicoptères d'assaut qui allaient déposer les soldats, qui allaient sécuriser l'aéroport pour permettre l'atterrissage de la division aéroportée qui tournait dans les gros porteurs à 10 000 mètres au-dessus. L'idée, c'était de les poser dans la matinée. Il y a de la place à l'aéroport pour plusieurs avions à la fois, de foncer sur Kiev dans l'après-midi et de s'emparer de la personne des dirigeants ukrainiens. Mais quand vous dites ça a failli marcher... Ça a failli marcher parce que les Russes ne savaient pas, et pour cause, puisque le fait était récent, qu'il y avait une escouade ukrainienne, pas très importante, c'était des soldats du dimanche, comme on dit, des soldats des territoriaux, qui avaient été mis à l'aéroport par précaution la veille par les Ukrainiens. Alors même que les Ukrainiens ne croyaient pas à une invasion. Mais ils ne croyaient pas à l'invasion, mais ils disaient, bon, on va mettre 20 ou 30 vieux sbires pour garder l'aéroport, on ne sait jamais. Les types se sont battus comme de beaux diables, ils ont foutu le feu à l'aéroport, pas question de pouvoir le sécuriser, et c'est comme ça que dans les premières 24 heures de la guerre, cette phase-là de la guerre a été perdue par les Russes. Et alors la suite, c'était, au bout de 4 jours, le défilé à Kiev, le défilé à cheval avec tous les trucs pour célébrer la prise de Kiev. Dans les 10 jours, tous les points militairement significatifs devaient avoir été pris et les annexions, avec leur référenda, devaient avoir lieu au mois d'août sur l'ensemble du territoire ukrainien. Donc tout ceci est parfaitement exact. Sur la... 13 heures pour aller de... Ah oui, mais Or, ils ont mis 13 heures, ne serait-ce que pour arriver à la frontière ukrainienne. Non, là, c'est un effort spécial qui arrive en hélicoptère d'assaut. Non, mais moi, j'ai l'impression que ce soldat-là qui témoigne et qui dit on avait 13 heures pour... alors lui, c'est 18 heures. 18 heures. Bah oui, 18 heures pour, au sol, aller à partir du moment, Biélorussie... À partir du moment où vous avez décapité le gouvernement ukrainien, que les ordres ne sont plus donnés, par la route, c'est pas très loin. Et puis les Ukrainiens ont fait sauter les ponts. C'est-à-dire que rapidement, ils ont fait sauter des ponts pour empêcher effectivement l'armée russe de progresser. Oui, mais c'est assez rapidement. Oui, bien sûr, mais pas... D'où ces colonnes qui sont bloquées, là. Ils sont bloquées parce que les ponts devant cette colonne a été détruit. Et ils n'avaient absolument pas prévu ça, évidemment, donc il n'y avait absolument pas d'engin du génie qui aurait permis de franchir les rivières. Absolument. Ce qui explique cette colonne qui est bloquée. Mais bon, rétrospectivement, il n'en reste pas moins que ça apparaît complètement sidérant de voir l'écart entre la perception et puis la réalité. C'est pas la première fois. Le 10 décembre 1994, quand Boris Eltsine lance l'armée russe à l'assaut de la Tchétchénie, première guerre de Tchétchénie, le premier ministre d'alors, qui s'appelait Viktor Tchernomyrdine, dit « On va régler le problème avec un bataillon de parachutistes en 48 heures ». Ça a duré 2 ans, ou 2 ans et demi. Donc c'est pas la première fois. Mais souvenez-vous, il y a aussi, au bout de 3 jours, je ne sais pas si c'était le 25 ou le 26 février, un article d'auto-satisfait avait été publié dans un journal russe et qui, en fait, se félicitait de cette victoire. L'article était écrit à l'avance. Oui, il était écrit à l'avance et il a été balancé dans le journal et sur les réseaux sociaux en disant quelle magnifique victoire nous avons remportée, comme prévu, ça a pris 3 jours, etc., avant d'être retiré quelques heures plus tard, mais le mal était fait, c'est incroyable. Tout ça, qu'est-ce que ça prouve, en fait? Ça prouve à quel point les Russes, enfin le régime, je parle du régime, le régime russe et l'Ukraine, parce que là on peut parler de tous les Ukrainiens, ont évolué depuis 1991 dans des directions opposées et dans des mondes complètement différents. C'est-à-dire que Vladimir Poutine et les Russes sont restés enfermés dans le monde de la guerre froide et dans l'opposition à l'Occident et dans ses rêves d'empire et d'impérialiste. Et l'Ukraine, elle, a tracé son chemin, a tracé sa voie, les réformes, la démocratie, l'Occident. Et elle s'est éloignée. Et en fait, Vladimir Poutine n'a pas vu en fait ceux qu'il considère, ça énerve les Ukrainiens, comme les frères de la Russie. Il ne les a pas vus changer. Il n'a pas vu que la nation ukrainienne était en train de se constituer, de se renforcer. Et donc, il n'a pas compris. Il a cru qu'il n'y aurait pas de résistance, que les Russes allaient être acclamés en libérateurs. C'est ça qui reste stupéfiant. Ben oui, parce
Ce régime vit dans sa citadelle assiégée, dans cette bulle, avec des propagandistes, dans un espèce de délire impérialiste dont il est incapable de sortir. Jean-Dominique. Alors, il y a un vieux dicton militaire qui dit que la première victime de toutes les guerres, c'est le plan d'opération initial, c'est-à-dire ce qu'on a prévu de faire, qu'en général, ça s'écroule dans les premiers jours et qu'après, il faut faire autre chose. Je parle sous le contrôle de Christophe. Voilà. Donc ça, c'est un grand classique que les opérations militaires ne se passent pas comme prévu. Là, quand même, ils l'ont vraiment bien planté, celle-là, parce que ils avaient une opération qui a été rappelée par François, c'était une opération spéciale, réellement. C'est-à-dire, c'est pas un abus de langage. Ils avaient prévu de prendre le contrôle de l'aéroport de Rostomel, qui est un aéroport, c'est un peu le Bourget local pour que les Parisiens se fassent une idée. C'est pas Roissy ou Orly, c'est un peu le Bourget. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont envoyé leurs meilleures unités. Et tout reposait là-dessus, comme disait François. Il y a le grain de sable. Des unités de niveau comparable à celles que Christophe a commandées au COS, des gens vraiment Spetsnaz et tout ce qu'il faut. Et ils se sont plantés. Ils se sont plantés face à des soldats moyens. Voilà. Et donc, ils ont raté leur opération quasiment à la première heure de la guerre. Et ensuite, tout ça. Après, sur effectivement la représentation que les Russes font de l'Ukraine, tout ce qu'Isabelle a dit et les autres ont dit est exact. Mais vous allez voir qu'au Hostomel, le scénario est déjà en train d'être écrit à Hollywood. Ça va être le film, parce qu'on comprend que tout reposait sur ce levier-là. Saluons quand même l'exceptionnel travail du New York Times sur ce qu'ils ont raconté là. C'est un travail journalistique. Nous sommes 2 journalistes ici, enfin 3. Pas les mêmes moyens, pas les mêmes effectifs, on s'incline pas la même catégorie. Parce que vraiment, c'est incroyable. Quelques minutes pour commenter l'image du jour, l'autre image du jour. Parce que 300 jours après ce moment-là, où en est-on aujourd'hui? On n'en est que Volodymyr Zelensky se déplace à Bakhmout. Bakhmout, on vous en parle depuis plusieurs semaines, c'est cet endroit où les forces russes concentrent leurs efforts, où Wagner concentre ses efforts pour offrir un trophée à Vladimir Poutine après les défaites de l'automne à Kherson ou autour de d'Izium. Et à cet endroit-là, non seulement les troupes russes n'arrivent pas à conclure, mais on dit que les troupes ukrainiennes ont repris 500 mètres. On est dans une bataille là à l'intérieur de la ville, donc elles ont repris 500 mètres, suffisamment pour que Volodymyr Zelensky aujourd'hui se rende sur ce qui est sans doute le point le plus chaud des batailles actuellement menées sur la ligne de front. Le voilà, Volodymyr Zelensky, qui reçoit des mains d'un militaire un document signé de tous les soldats environnants pour remercier les États-Unis pour les livraisons d'armes qui leur permettent de tenir le coup à Bakhmout. Le voilà en train de saluer les soldats. Et il ne fait pas semblant, il est vraiment sur place. Donc il y a des risques, on le voit, il a son gilet pare-balles là pour le coup. Stupéfiante image, encore une fois, de ce pied de nez. C'est une visite pied de nez, c'est un déplacement pied de nez aux forces russes qui, encore une fois, ont concentré tous leurs efforts pour prendre cette guerre. Un commentaire sur ces images, Christophe? Non, c'est vrai que ça me fait penser, vous savez, à Clémenceau qui allait sur le front durant la Première Guerre mondiale, en 17. Et pour motiver les troupes, il n'y a rien de tel, effectivement, que de voir le chef, qui est le président Zelensky. C'est vrai que ça motive les troupes. Et bon, là, il est en train de les féliciter, de leur remettre des brevets ou des décorations. Mais sincèrement, pour ces soldats qui voient leur président à côté d'eux sur le front ou à quelques centaines de mètres du front, oui, c'est marquant. Et ça fait encore plus d'effet que les champions de tennis qui... non, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que à la fois, c'est la nation qui s'engage. On a parlé de la nation en armes tout à l'heure. C'est à la fois le président qui est le chef des armées, qui est présent sur le front et qui motive ses soldats et ses troupes. Vous imaginiez qu'une telle visite était possible, Isabelle? Oui, parce que Volodymyr Zelensky nous a habitués depuis le début de la guerre à ce type de choses. Souvenez-vous, au début, il a fait quand même une conférence de presse au début de la guerre dans le métro.
qui était complètement invraisemblable. Mais il était à l'abri d'une certaine manière. Mais c'est pour ça que les Ukrainiens réussissent très bien leur contre-offensive aujourd'hui. C'est que cette guerre est incarnée par un chef. Il y a lui, mais il y a aussi le chef d'état-major ukrainien qui est complètement incroyable, qui galvanise ses troupes. On ne voit pas la même chose du côté russe. C'est l'encéphalogramme plat. Les soldats sont seuls sur le front sans savoir pourquoi ils se battent. François ? Oui, il y a une autre accroche seconde par rapport à ce qui a été très bien dit par Isabelle. C'est que Bakhmout, c'est la bataille de Wagner. C'est la bataille des mercenaires, des repris de justice. Certains d'entre eux ne sont même pas repris, sont des prisonniers, qui veulent quelque part pousser de côté l'armée, à se substituer à elle. Là, Wagner on prend un sacré coup dans le nez, avec la visite du président ukrainien, visite qu'ils n'ont pas su empêcher dans une ville que Wagner n'a pas su prendre. Ça aussi, c'est un petit plaisir. Je pense que les Ukrainiens se sont offerts et ça... semer la discorde chez l'ennemi, comme l'avait écrit le général de Gaulle, c'est jamais un mauvais plan. Un mot, Jean-Dominique ? Oui, très rapidement, c'est un coup de communication formidable, un coup politique formidable pour Zelensky de faire ça, bon, clairement. Et il va à Bakhmout. Bakhmout, c'est vraiment très impressionnant parce que les Russes ont commencé à essayer de prendre la ville réellement au début du mois d'août. Nous sommes à la mi-décembre. On parle de quelque chose qui se joue sur 10 kilomètres du nord au sud. C'est pas énorme. Et on voit là les limites de l'armée russe. L'armée russe met tous ses moyens, parce que c'est devenu un symbole. Et ils n'y arrivent pas. On pensait il y a 2 jours qu'ils allaient le prendre. Et là, manifestement, il y a une contre-offensive, une contre-attaque plus exactement, une contre-attaque ukrainienne. C'est essentiellement une bataille d'artillerie. Il ne faut pas imaginer que les gens se battent à coups de fusil dans les rues. Ce n'est pas du tout ça. Ça se joue quand même à distance. C'est une bataille d'artillerie. Mais la bataille d'artillerie, pour l'instant, manifestement, les Russes ne sont pas en train de la gagner.